Réveillon de Noël. La neige dérivait devant les fenêtres givrées du restaurant le plus exclusif de Paris, où le champagne coulait et les rires résonnaient de chaque table. De chaque table, sauf une. Dans le coin, une femme de 72 ans était assise seule dans son fauteuil roulant, ses boucles d'oreilles en diamant captant la lueur des bougies, son homard intact refroidissant dans son assiette. Marguerite Laurent avait bâti un empire de 3 milliards d'euros. Ce soir, elle ne pouvait acheter une seule personne pour partager son repas. Ses doigts tremblaient quand elle porta une serviette à ses yeux, et c'est alors que la porte s'ouvrit. Thomas Dubois, père célibataire dans un manteau usé, entra avec la neige poudrant ses épaules, tenant la main de sa fille de 6 ans, Chloé, dans une robe rouge de Noël 2 tailles trop grande. L'hôtesse se dirigea pour les rediriger, mais Chloé s'était déjà figée, ses yeux verrouillés sur la vieille dame avec des larmes coulant sur ses joues. Avant que Thomas ne puisse l'arrêter, Chloé marcha directement vers la table de la milliardaire et demanda doucement « Pourquoi pleurez-vous, madame ?» Aucun d'eux ne savait que ce seul moment changerait leur vie à jamais. Cette histoire prouve qu'un cœur d'enfant peut briser les murs les plus épais et que parfois, les miracles de Noël viennent sous la forme de gentillesse inattendue. Si vous êtes prêt pour cette histoire de solitude transformée en famille, de générosité récompensée et de Noël magique, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Le restaurant Le Grand Palais avait été la tradition de Noël de Marguerite Laurent pendant 43 ans. Depuis l'époque où son mari Robert était vivant, il réservait la table d'angle près de la fenêtre, celle avec la meilleure vue sur la neige qui tombait. Il commandait le homard thermidor, partageait une bouteille de Château Margaux 1978 et regardait les familles autour d'eux célébrer en se tenant la main sous la nappe blanche. Robert disait toujours que Noël n'était pas à propos des cadeaux sous le sapin, mais de la chaleur qu'on pouvait voir dans les yeux de quelqu'un quand il vous regardait. Marguerite n'avait jamais compris ce qu'il voulait dire jusqu'à ce qu'il soit parti. L'accident était arrivé un mardi ordinaire qui devint la ligne de démarcation de toute son existence. Un camion de livraison grilla un feu rouge sur l'avenue des Champs-Élysées et en l'espace de 3 secondes, Marguerite perdit son mari de 39 ans et l'usage de ses jambes. Les médecins dirent qu'elle avait de la chance d'être vivante. Mais allongée dans ce lit d'hôpital, avec la moitié de son corps refusant de répondre à ses commandes, Marguerite se demandait de quel genre de chance il parlait. Ce soir, le restaurant bourdonnait de célébrations. À sa gauche, un jeune couple se donnait mutuellement des bouchées de mousse au chocolat, leurs alliances captant la lueur des bougies. À sa droite, 3 générations d'une famille trinquaient et éclatèrent de rire à une blague que Marguerite ne pouvait entendre. Derrière elle, un père hissa sa fille sur ses épaules pour qu'elle puisse toucher le lustre en cristal, ses gloussements s'élevant au-dessus de la musique de piano douce. Partout où Marguerite regardait, elle voyait une connexion. Partout où elle regardait, elle voyait ce qu'elle avait perdu. Son fils Philippe ne lui avait pas parlé en 11 ans. Leur dernière conversation avait eu lieu dans ce même restaurant, à cette même table, quand elle l'avait informé qu'elle n'assisterait pas à son mariage parce qu'elle avait une fusion à finaliser à Tokyo. Il l'avait appelé sans cœur. Elle l'avait appelé ingrat pour tout ce qu'elle avait sacrifié pour bâtir l'empire qui serait un jour son héritage. Les mots qu'ils se jetèrent cette nuit-là laissèrent des blessures que ni l'un ni l'autre ne savaient comment guérir. Philippe déménagea à Lyon avec sa femme et Marguerite apprit par des connaissances mutuelles qu'elle avait 2 petits-enfants qu'elle n'avait jamais rencontrés. 2 petits êtres humains qui partageaient son sang, mais pas sa vie. Le homard dans son assiette avait refroidi. Le champagne avait perdu ses bulles. Marguerite leva sa serviette et la pressa contre ses yeux, ne se souciant plus si quelqu'un la voyait. Elle avait 72 ans. Elle possédait 3 milliards d'euros d'actifs, 17 propriétés sur 4 continents et une fondation qui portait son nom. Mais le soir de Noël, elle ne pouvait trouver une seule personne pour partager un repas. L'argent, le pouvoir, l'empire qu'elle avait passé sa vie entière à bâtir, rien de cela ne pouvait remplir la chaise en face d'elle.
Rien ne pouvait ramener la chaleur de la main de Robert dans la sienne. Rien ne pouvait défaire les mots qu'elle avait dits à son fils dans cette même salle. La porte s'ouvrit et un souffle d'air froid balaya le restaurant. Marguerite leva les yeux à travers sa vision trouble et vit un homme debout dans l'entrée, la neige accrochée aux épaules de son manteau de laine usé. Il était grand, avec de larges épaules qui parlèrent de travail physique, et son visage était rouge par le froid. Mais ce qui capta l'attention de Marguerite ne fut pas l'homme lui-même. Ce fut la petite main qu'il tenait, appartenant à une petite fille dans une robe rouge de Noël qui pendait 2 tailles trop grandes sur son petit corps. Les cheveux châtain clair de la fille étaient tirés en arrière dans une simple queue de cheval ornée d'un petit ruban rouge, et ses yeux étaient écarquillés en découvrant les lustres en cristal et les nappes blanches et les dîneurs élégamment habillés. L'hôtesse s'approcha d'eux avec le genre de sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Marguerite ne pouvait pas entendre ce qui se disait, mais elle pouvait lire le langage corporel, l'évaluation subtile du manteau usé et de la robe trop grande. L'homme sortit ce qui ressemblait à un slip de réservation de sa poche, le montrant à l'hôtesse avec une dignité tranquille. Marguerite regarda la confusion vaciller sur le visage de l'hôtesse alors qu'elle vérifiait son livre. Mais avant que l'homme ne puisse être conduit à sa table, la petite fille s'était libérée de sa prise. Chloé Dubois avait un don que son père ne comprenait pas entièrement, mais avait appris à faire confiance. Elle pouvait voir des choses que les adultes rataient, des choses cachées sous la surface des sourires et des conversations mondaines. Sa mère l'appelait son super pouvoir, la capacité de regarder quelqu'un et de savoir exactement ce dont il avait besoin, même quand ils ne le savaient pas eux-mêmes. Quand la mère de Chloé était en train de mourir à l'hôpital, elle fit promettre à Chloé d'utiliser son don pour répandre la gentillesse partout où elle irait. « Le monde a assez de gens qui détournent les yeux », avait chuchoté sa mère. « Sois quelqu'un qui regarde de plus près. » Alors, quand Chloé entra dans le restaurant chic avec tout son éclat et sa brillance, ses yeux ne s'attardèrent pas sur les lustres ou l'arbre de Noël décoré de ce qui ressemblait à de vrais diamants. Au lieu de cela, son regard balaya la salle jusqu'à ce qu'il se pose sur la vieille dame assise seule dans le coin. La dame essayait de se cacher derrière sa serviette, mais Chloé pouvait voir les larmes coulant sur ses joues ridées. Elle pouvait voir la chaise vide en face d'elle. Elle pouvait voir la nourriture intouchée qui parlait d'un appétit perdu au chagrin. Avant que son père ne puisse l'arrêter, Chloé marcha directement à travers le labyrinthe de tables, se faufilant entre les serveurs portant des plateaux d'argent et les couples perdus dans la conversation. Elle s'arrêta directement devant le fauteuil roulant de Marguerite et leva les yeux vers elle avec la directité non filtrée que seuls les enfants possèdent. « Pourquoi pleurez-vous, madame ?» demanda-t-elle. Sa voix était douce, mais claire, tranchant à travers le bruit ambiant du restaurant comme une cloche. Marguerite abaissa sa serviette et se trouva à fixer une paire d'yeux brillants remplis de préoccupations authentiques. Thomas rattrapa sa fille, légèrement essoufflé et douloureusement conscient de tous les yeux du restaurant qui se tournèrent vers eux. « Je suis tellement désolé, madame. Elle ne voulait pas déranger. Viens, ma chérie, laisse la dame tranquille. » Il tendit la main vers celle de Chloé, mais sa fille resta enracinée sur place. Marguerite regarda le père embarrassé, puis de nouveau l'enfant qui refusait de détourner les yeux de ses larmes. Quelque chose dans ce petit visage obstiné lui rappelait elle-même à cet âge, avant qu'elle n'apprenne à durcir son cœur, avant qu'elle n'apprenne que la vulnérabilité était une faiblesse à éliminer. « C'est tout à fait bien », s'entendit dire Marguerite. Sa voix sonnait étrange à ses propres oreilles, rouillées par le manque d'usage. Depuis combien de temps n'avait-elle parlé à personne en dehors des réunions d'affaires et du personnel domestique? Je me souvenais juste de quelqu'un que j'ai perdu. Chloé hocha solennellement la tête comme si cela avait parfaitement du sens. Elle fouilla dans la poche de sa robe surdimensionnée et sortit un morceau de papier plié en petits rectangles. C'était une carte de Noël faite main décorée de dessins, au crayon de couleur de flocons de neige et d'une étoile bancale. « J'ai fait ça pour quelqu'un de spécial », dit Chloé en la tendant à Marguerite. « Mais je pense que vous en avez plus besoin. »
Les mains de Marguerite tremblaient quand elle accepta la carte. Elle l'ouvrit soigneusement et à l'intérieur, écrit dans l'écriture inégale d'un enfant, il y avait 5 mots. Personne ne devrait être seul. Les larmes que Marguerite avait essayé de réprimer se libérèrent. Elle pressa la carte contre sa poitrine et pleura ouvertement, ses épaules secouées par la force d'émotion qu'elle avait gardée verrouillée pendant des années. Elle pleura pour Robert, pour Philippe, pour tous les anniversaires et fêtes qu'elle avait ratés en poursuivant des affaires qui semblaient si importantes à l'époque. Elle pleura pour la grand-mère qu'elle n'avait jamais été, pour l'épouse qu'elle ne pourrait plus jamais être, pour la mère qui avait si complètement échoué. Thomas regardait avec alarme, alors que le geste simple de sa fille réduisait l'une des femmes les plus puissantes de Paris aux larmes. Il ne reconnaissait pas Marguerite Laurent. Il n'avait jamais évolué dans les cercles où son visage serait familier. Tout ce qu'il voyait était une vieille dame solitaire dans un fauteuil roulant qui pleurait maintenant de façon incontrôlable, attirant des regards préoccupés des autres dîneurs. « Madame, je suis vraiment désolé si nous vous avons bouleversé, » dit-il en posant une main protectrice sur l'épaule de Chloé. « Nous allons vous laisser tranquille. » Marguerite tendit la main et attrapa son poignet avec une force surprenante. « S'il vous plaît, » dit-elle, sa voix se brisant. « S'il vous plaît, ne partez pas. Je suis assise à cette table seule depuis 3 heures. Voudriez-vous, vous et votre fille, considérer me rejoindre pour le dîner? » Thomas hésita. Il avait amené Chloé au Grand Palais comme surprise de Noël, utilisant ses dernières économies pour faire une réservation à l'endroit dont sa défunte épouse avait toujours rêvé de visiter. Denise découpait des photos du restaurant dans les magazines, décrivant en détails vifs les plats qu'elle voulait essayer, l'atmosphère qu'elle voulait expérimenter juste une fois dans sa vie. Elle n'en eut jamais la chance. Le cancer l'emporta avant qu'il ne puisse se permettre quoi que ce soit au-delà de la cafétéria de l'hôpital. Mais voici cette élégante étrangère offrant de partager sa table. Et quelque chose dans ses yeux, une solitude si profonde qu'elle était presque visible, fit reconsidérer Thomas son instinct de décliner poliment. « Je m'appelle Marguerite », dit la femme alors qu'il s'installait dans les chaises en face d'elle. Et je dois m'excuser pour ma réaction à la gentillesse de votre fille. Je ne suis habituellement pas si émotionnel. Thomas se présenta ainsi que Chloé, notant comment les yeux de la vieille dame s'attardèrent sur sa fille avec quelque chose s'approchant de l'émerveillement. Le serveur apparut et offrit les menus, et Thomas essaya de ne pas laisser les prix le faire visiblement grimacer. Un seul hors-d'œuvre ici coûtait plus que son budget épicerie hebdomadaire. Marguerite dut remarquer son inconfort car elle écarta les menus d'un geste et commanda pour la table avec une autorité tranquille. « Faites-moi confiance, » dit-elle avec l'ombre d'un sourire. « Je viens ici depuis des décennies. Je sais ce qui est bon. » Alors que le premier plat arrivait, une soupe délicate qui goûtait comme rien que Thomas n'avait jamais expérimenté, la conversation commença à couler. Marguerite demanda à propos de l'école de Chloé, ses matières préférées, ses rêves pour l'avenir. Chloé répondit à chaque question avec le sérieux d'un témoin du Sénat, expliquant qu'elle voulait être docteur comme ceux qui avaient essayé de sauver sa maman, ou peut-être enseignante, ou peut-être quelqu'un qui faisait ces beaux jouets en bois qu'elle voyait dans les vitrines. À la mention des jouets en bois, la mâchoire de Thomas se tendit presque imperceptiblement. Mais Marguerite le capta. « Et vous, Thomas ?» demanda-t-elle. « Que faites-vous » Il prit une profonde inspiration et répondit avec les mêmes mots qu'il avait prononcés à d'innombrables employeurs potentiels au cours des 3 dernières années. « Je suis artisan. Travail du bois, restauration, charpenterie. Je peux construire ou réparer à peu près tout avec mes mains. » Il marqua une pause, puis ajouta avec une légèreté forcée. « Mais ce que je fais surtout ces temps-ci, c'est ramasser des petits boulots où je peux les trouver. Les temps sont durs. » Marguerite se pencha légèrement en avant, ses instincts d'affaires s'engageant malgré le cadre. Un artisan sans travail régulier dans une ville pleine de bâtiments qui tombent en ruine. Cela semble être un gaspillage de talent.
Le plat principal arriva, du homard qui fondait pratiquement sur la langue, mais Marguerite toucha à peine le sien. Elle était trop absorbée par l'histoire de Thomas qu'il raconta avec un mélange de fierté et de douleur. Il avait appris son métier de son grand-père, qu'il avait appris de son père, qui avait passé toute sa vie dans une petite ville de Normandie à construire des meubles que les familles gardaient pendant des générations. Thomas avait passé 15 ans à perfectionner ses compétences, bâtissant une réputation dans sa communauté comme quelqu'un qui pouvait restaurer des meubles antiques à leur gloire originale, qui pouvait regarder une pièce endommagée d'histoire et voir ce qu'elle était censée être. Puis Denise tomba malade. Les factures médicales s'accumulèrent de plus vite qu'il ne pouvait les payer. Il vendit ses outils, son atelier, tout ce qu'il avait construit. Il contracta des prêts qui accumulaient des intérêts plus vite qu'il ne pouvait comprendre. Et quand Denise mourut quand même, le laissant seul avec une fille de 3 ans et une montagne de dettes, Thomas découvrit que sa réputation ne signifiait rien pour les banques et les propriétaires qui exigèrent le paiement. Il travaillait 3 emplois depuis. Des équipes de nuit dans un entrepôt, des petits boulots le week-end comme homme à tout faire, n'importe quoi qui payait et lui permettait encore d'aller chercher Chloé à l'école. Le rêve de retourner à son métier semblait plus éloigné que jamais. « J'ai postulé à chaque entreprise de restauration à Paris, » dit Thomas, sa voix plate d'épuisement de rejet répété. Chacune d'elles a dit la même chose. « Je n'ai pas le bon diplôme, je n'ai pas les bonnes connexions, je ne corresponds pas à leur culture d'entreprise. » Il laissa échapper un rire amer. « Ce qu'ils veulent dire, c'est que je n'ai pas un diplôme fantaisie de quelque école prestigieuse. J'ai appris mon métier à l'ancienne, avec mes mains, et apparemment, ce n'est plus assez bon. » L'expression de Marguerite durcit. Elle savait exactement ce qu'il voulait dire. Elle avait passé 50 ans dans les affaires, regardant des gens talentueux être négligés parce qu'ils ne correspondaient pas à l'idée étroite de quelqu'un de ce à quoi le succès devrait ressembler. Chloé avait travaillé tranquillement sur quelque chose pendant tout le dîner, ses petites mains pliant et plissant sa serviette en une forme d'origami. Maintenant, elle présenta sa création à Marguerite. Une grue en papier, légèrement bancale, mais faite avec un soin évident. « Maman m'a appris comment faire ça, » dit Chloé. « Elle a dit que si tu fais 1000 grues, tu obtiens un vœu. J'en ai fait 247, mais je les donne aux gens qui ont l'air tristes, parce que peut-être ils ont plus besoin de vœux que moi. » Marguerite accepta la grue, avec la même révérence qu'elle pourrait montrer à un artefact inestimable. « Qu'est-ce que tu souhaites, Chloé ?» demanda-t-elle doucement. La petite fille jeta un coup d'œil à son père, puis de nouveau à Marguerite. « Je souhaite que papa puisse construire de belles choses à nouveau. » Il souriait tout le temps quand il construisait. Cette nuit-là, après que Thomas et Chloé soient rentrés chez eux, avec des restes et le numéro privé de Marguerite griffonné sur une serviette de lin, Marguerite s'assit dans son penthouse, entourée par le silence qu'elle essayait habituellement de remplir avec le bruit de la télévision. Mais cette nuit, elle n'alluma pas l'écran. Au lieu de cela, elle s'assit près de la fenêtre, regardant la neige tomber sur la ville qu'elle avait aidé à façonner, tenant la grue en papier de Chloé dans une main et la carte de Noël faite main dans l'autre. Quelque chose avait bougé en elle pendant ce dîner. Une plaque tectonique d'émotions qu'elle avait longtemps cru être en permanence gelée. Le lendemain matin, Marguerite fit un appel téléphonique à Catherine Moreau, son assistante personnelle depuis 23 ans. « J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur un homme nommé Thomas Dubois, » dit-elle. Menuisier, vit à Paris, a une jeune fille. Catherine ne posa pas de questions. Dans les 48 heures, un dossier complet atterrit sur le bureau de Marguerite Thomas Dubois, 38 ans, diplômé premier de sa classe d'une école professionnelle qui n'existait plus. 15 ans d'excellence documentés dans la restauration de meubles et la menuiserie sur mesure. Des clients qui s'extasiaient sur son attention aux détails, sa capacité à comprendre exactement ce dont une pièce avait besoin sans qu'on le lui dise. Puis vinrent les pages plus sombres. Denise Dubois, décédée à 34 ans d'un cancer ovarien. Facture médicale totalisant 473 000 €,
dont la majeure partie restait impayée. Agences de recouvrement, score de crédit décimé. Et candidature après candidature aux entreprises de restauration à travers la France, toutes rejetées avec des variations du même refus poli. Mais ce qui attira le plus l'attention de Marguerite fut un dossier de photographie que Catherine avait réussi à obtenir, des images du travail de Thomas d'avant que les factures médicales ne consument tout. Il y avait un bureau d'écriture victorien qu'il avait restauré à qualité muséale, son bois incrusté brillant comme neuf, un ensemble de chaises artisanales qui ressemblait à quelque chose qui appartenait dans un catalogue, et plus frappant de tout, une série de jouets en bois qu'il avait fait pour Chloé. Un cheval à bascule avec une vraie crinière, une maison de poupée avec des portes et fenêtres qui fonctionnent, une boîte à musique qui jouait une mélodie que sa femme fredonnait à leur fille chaque soir. L'artisanat était extraordinaire. L'amour derrière chaque pièce était visible dans chaque détail. Marguerite passa les 3 jours suivants à réfléchir. Elle sortit les dossiers de sa propre entreprise, Laurent Propriété, un empire immobilier qui possédait certains des bâtiments les plus anciens et historiquement significatifs de Paris. Beaucoup de ces bâtiments avaient désespérément besoin de travaux de restauration qui étaient constamment retardés parce que des artisans qualifiés étaient difficiles à trouver et plus difficiles à garder. Le 4e jour, Marguerite appela Thomas. « J'ai une proposition d'affaires pour vous, dit-elle. Pas de la charité, des affaires. J'ai besoin de quelqu'un pour diriger une nouvelle division dans mon entreprise axée sur la préservation historique et la restauration. » Le silence à l'autre bout de la ligne s'étira si longtemps que Marguerite pensa que l'appel avait été coupé. Quand Thomas parla finalement, sa voix était épaisse d'émotion. « Madame Laurent, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais je ne peux pas accepter un poste que je n'ai pas mérité. Je ne serai le cas de charité de personne. » Marguerite sourit, bien que Thomas ne puisse pas le voir. Elle avait attendu cette réponse, avait espéré cela en fait. Un homme qui sauterait sur une aumône n'était pas le genre d'homme qu'elle voulait diriger cette initiative. « Permettez-moi d'être claire, dit-elle, sa voix prenant l'acier qui avait intimidé les salles de conseil pendant des décennies. Je ne donne pas de charité, je fais des investissements. Et j'ai passé les 3 derniers jours à examiner votre travail, Thomas. Le bureau que vous avez restauré pour la famille Petit est actuellement évalué à 40 000 €. Les chaises que vous avez construites pour la Société historique de Paris sont en exposition permanente. Vous n'avez pas besoin de mon aide, ce dont j'ai besoin, c'est de votre talent. » Ils se rencontrèrent au Penthouse de Marguerite la semaine suivante. Thomas arriva dans ses meilleurs vêtements, une veste de costume légèrement trop grande, ayant été achetée pendant des temps meilleurs, et une cravate que Chloé avait choisie parce qu'elle avait de minuscules marteaux dessus. Marguerite remarqua les détails avec appréciation. Voici un homme qui prenait fierté dans son apparence, même quand les circonstances le rendaient difficile, qui laissait sa fille choisir sa cravate, parce que sa joie comptait plus que sa dignité. Elle le conduisit à travers l'appartement à son bureau privé, où des plans couvraient chaque surface. Laurent Propriété possède 37 bâtiments qui sont listés au Registre national des lieux historiques, commença Marguerite. La plupart d'entre eux sont dans des états variés de négligence parce que le travail de restauration est cher et les entrepreneurs qui savent vraiment ce qu'ils font sont rares. Je veux changer ça. Je veux créer une division entièrement dédiée à préserver ces bâtiments, les ramener à leur gloire originale tout en les adaptant pour un usage moderne. Elle marqua une pause, regardant le visage de Thomas pendant qu'il étudiait les plans avec un œil entraîné. « Je veux que vous la dirigiez. Pas à cause de ce qui s'est passé au restaurant, mais parce que vous êtes la meilleure personne pour le travail. » Thomas marcha lentement autour de la pièce, examinant les photographies et les plans avec un œil entraîné. Ses doigts tracèrent le contour d'une maison de ville du Marais, qui avait été construite en 1823, notant les dégâts d'eau à sa corniche, les réparations inappropriées qui avaient été faites au fil des années. « Ce bâtiment, dit-il tranquillement. Quiconque a travaillé dessus dans les années 70 n'avait aucune idée de ce qu'il faisait.
Ils ont utilisé le mauvais type de bois pour les réparations. Il va pourrir de l'intérieur s'ils ne le réparent pas correctement. » Les yeux de Marguerite s'illuminèrent. « C'est exactement pourquoi j'ai besoin de vous. » Mais Thomas n'avait pas fini d'examiner. Il se dirigea vers un autre ensemble de plans, celui-ci montrant un centre communautaire dans le 19e qui avait été condamné depuis des années. « Et celui-ci » demanda-t-il. L'expression de Marguerite vacilla. « Cette propriété est programmée pour démolition. Le coût de restauration dépasse sa valeur marchande. » Thomas se tourna pour lui faire face, ses yeux soudain féroces. « Valeur marchande ? Vous voulez dire combien d'argent vous pouvez en tirer ?» Le défi planait dans l'air entre eux. Marguerite rencontra son regard sans broncher. « Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Convainquez-moi que j'ai tort. » Ce qui suivit fut une conversation de 2 heures qui alla des techniques de construction à l'impact communautaire au vrai sens de la valeur. Thomas argumenta qu'un bâtiment ne pouvait pas être mesuré seulement en euros, que le centre communautaire du 19e avait été le cœur de son quartier pendant 60 ans, avant que la négligence ne ferme ses portes. Marguerite résista, exigeant des chiffres, des projections, la preuve que la restauration avait un sens financier. À la fin, ils avaient atteint une compréhension qui les surprit tous les deux. Thomas prendrait le poste, mais seulement s'il avait l'autorité de poursuivre des projets basés sur les besoins communautaires, ainsi que le potentiel de profit. Et Marguerite fournirait les ressources, mais seulement si Thomas acceptait de mentorer de jeunes gens de communautés sous-desservies, transmettant ses compétences à une nouvelle génération. « Il y a une condition de plus, » dit Marguerite alors qu'ils se serrèrent la main. « Je veux que vous commenciez un programme d'apprentissage. Trouvez de jeunes gens qui vous rappellent vous-même à cet âge, talentueux, travailleurs, négligés. Donnez-leur la chance que personne ne vous a donnée. » La prise de Thomas se resserra sur sa main. Pour un moment, il ne put parler. Le rêve qu'il avait enterré 3 ans plus tôt, le rêve non seulement de pratiquer son métier, mais de le transmettre, sembla soudain possible à nouveau. « Madame Laurent, dit-il, vous avez votre accord. » L'annonce de la nouvelle division de préservation historique envoya des ondes de choc à travers Laurent Propriété. Marguerite avait bâti son entreprise sur une fondation de risques calculés et de vérification minutieuse. Pour elle, de créer soudainement un département entier dirigé par un artisan inconnu sans expérience corporative semblait complètement hors de caractère. Les membres du conseil demandèrent une réunion d'urgence. Le CFO, un homme nommé Douglas Mercier, qui se positionnait depuis des années pour prendre la relève quand Marguerite prendrait inévitablement sa retraite, mena la charge. « Avec tout le respect, Marguerite, » dit Douglas, sa voix dégoulinante de condescendance qui n'avait rien à voir avec le respect. « Ce Thomas Dubois n'a pas de diplôme avancé, pas d'expérience de gestion et pas de antécédents dans des environnements corporatifs. Nos actionnaires s'attendent à ce que nous prenions des décisions basées sur les qualifications, pas les connexions personnelles. » Il laissa l'implication planer dans l'air. Marguerite regarda autour de la salle les visages de ses membres de conseil, certains sympathiques, certains sceptiques, certains ouvertement hostiles. Elle avait bâti cette entreprise de rien, avait rendu chacun d'eux riche au-delà de leurs attentes, et maintenant ils questionnèrent son jugement. « Permettez-moi de vous parler des qualifications » dit Marguerite, sa voix tranquille, mais portant jusqu'à chaque coin de la salle. « J'ai passé les 2 dernières semaines à réviser nos contrats de restauration des 5 dernières années. Savez-vous ce que j'ai trouvé? Des retards, des dépassements de coûts, du travail qui devait être refait parce que les entrepreneurs que nous avions embauchés, des entrepreneurs avec des diplômes impressionnants et des curriculum vitae sterling, ne connaissaient pas la différence entre le chêne blanc et le chêne rouge. Pendant ce temps, Thomas Dubois a un historique documenté de complétion de projets sous budget et en avance. Son travail a été présenté dans des journaux architecturaux et exposé dans des musées. Douglas n'était pas prêt à concéder. C'est très bien pour de petits projets, mais nous parlons d'une division qui gérera des millions d'euros en contrat. Comment savons-nous qu'il peut gérer à cette échelle? Marguerite sourit,
mais il n'y avait aucune chaleur dedans. De la même façon que nous savions que vous pourriez gérer quand je vous ai promu de comptable junior il y a 20 ans, Douglas. J'ai fait un jugement basé sur le potentiel. J'avais raison sur vous, j'ai raison sur Thomas Dubois. Elle se tourna pour s'adresser à tout le conseil. Quiconque veut parier contre mon jugement est bienvenu de soumettre sa démission. Autrement, cette discussion est close. Le premier projet que Thomas sélectionna ne fut pas le choix facile. La maison de ville du Marais aurait été un début plus sûr. Lieu prestigieux, valeur historique claire, besoin de restauration relativement simple. Au lieu de cela, Thomas choisit le centre communautaire du 19e que Marguerite avait marqué pour démolition. Il passa 3 semaines sur site documentant chaque fissure dans la fondation, chaque tache d'eau au plafond, chaque centimètre du bâtiment que d'autres avaient radié comme au-delà du salut. Puis, il présenta ses découvertes au conseil dans une réunion que Douglas Mercier avait essayé d'annuler 2 fois. Ce bâtiment fut construit en 1922. Commença Thomas, sa voix stable malgré les visages sceptiques autour de la table. Il servit comme lieu de rassemblement communautaire pendant 60 ans. Des mariages furent célébrés ici. Des enfants apprirent à lire dans ces salles. Quand le quartier traversa des temps difficiles, c'est ici que les gens venaient chercher aide et espoir. Il cliqua à la diapositive suivante, montrant l'état actuel de décadence. Ce que vous voyez ici n'est pas juste des dégâts structurels. C'est le résultat de négligence délibérée. Les propriétaires précédents ont permis à ce bâtiment de se détériorer parce qu'ils voulaient une excuse pour le démolir et vendre le terrain à des développeurs. Douglas interrompit avec un soupir théâtral. « C'est tout très touchant, Monsieur Dubois, mais les chiffres ne mentent pas. La restauration coûterait 2,3 millions. La valeur actuelle de la propriété est de 800 000. C'est une perte nette de 1,5 million. » Thomas ne broncha pas. « Monsieur Mercier, j'apprécie votre préoccupation pour le résultat net, mais permettez-moi de vous montrer ce que les chiffres disent vraiment. » Il cliqua vers une nouvelle diapositive, révélant une ventilation détaillée des coûts qui fit plusieurs membres du conseil se pencher en avant sur leur siège. Les estimations précédentes étaient basées sur des entrepreneurs qui auraient vidé le bâtiment et recommencé de zéro. Je propose une approche différente, restauration ciblée, qui préserve les matériaux originaux partout où possible, combinée avec une infrastructure moderne cachée dans le cadre existant. Mon estimation pour cette approche est de 950 000 € et je peux l'avoir finie en 8 mois au lieu de 18. La salle était silencieuse. Marguerite regardait Douglas chercher une réponse. « Ces chiffres sont optimistes ?» réussit-il finalement. « Je les croirai quand je les verrai. » Thomas rencontra ses yeux. « Alors regardez. » Au cours des 8 mois suivants, Thomas prouva que chaque sceptique avait tort. Il travailla aux côtés de son équipe au lieu de diriger depuis un bureau, ses mains aussi sales que celles de n'importe qui. Il trouva des fournisseurs locaux qui pouvaient fournir des matériaux à une fraction du coût que facturaient les vendeurs nationaux. Il recruta 4 apprentis du quartier, des jeunes gens à qui on avait dit toute leur vie qu'ils n'arriveraient jamais à rien, et leur enseigna des compétences qui les serviraient pendant des décennies. Le centre communautaire rouvrit un chaud après-midi de septembre, 6 semaines en avance et 200 000 € sous budget. Le quartier se déplaça en force, des résidents âgés qui se souvenaient danser dans ces salles 50 ans plus tôt, de jeunes familles qui avaient entendu des histoires de leurs grands-parents, des enfants qui couraient dans les salles restaurées avec une joie qui ne pouvait être contenue. Les actualités locales couvrirent l'événement. Le maire donna un discours, et Thomas se tint tranquillement dans le coin, regardant Chloé passer ses petites mains sur la rampe en bois qu'il avait sculptée lui-même, une rampe présentant le même motif que son grand-père lui avait enseigné des décennies plus tôt. Marguerite regardait le succès de Thomas de loin au début, recevant des rapports hebdomadaires qui la rendaient plus fière chaque mois qui passait. Mais alors que les saisons changeaient, sa santé aussi changea. Les médecins utilisaient des mots comme progressif et dégénératif et la rendre confortable.
des mots que Marguerite comprenait trop bien. Son corps échouait de façon qu'aucune somme d'argent ne pouvait réparer. Elle passait de plus en plus de temps dans son fauteuil roulant, puis dans son lit, regardant la neige tomber devant sa fenêtre et pensant à tout le temps qu'elle avait gaspillé à poursuivre des choses qui n'avaient pas d'importance. Douglas Mercier vit l'opportunité dans le déclin de Marguerite. Il commença à faire des ouvertures discrètes aux membres du conseil, suggérant que l'entreprise avait besoin d'un leadership plus fort pendant cette période incertaine. Il questionna la viabilité à long terme de la division de restauration. Il impliqua que le jugement de Marguerite avait été compromis par la maladie et l'émotion. Thomas apprit de ces machinations de Catherine Moreau, l'assistante de Marguerite, qui avait développé une loyauté protectrice envers son patron et l'homme que Marguerite avait championné. « Ils prévoient de fermer le programme d'apprentissage », dit Catherine à Thomas pendant une conversation tranquille dans le couloir. Douglas dit que ce n'est pas rentable. La mâchoire de Thomas se crispa. Le programme d'apprentissage avait déjà formé 23 jeunes gens, beaucoup d'entre eux étant allés vers des postes à temps plein dans l'entreprise ou avaient de commencer leurs propres affaires. L'appeler non rentable était comme appeler l'oxygène inutile. Ce soir-là, Thomas fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il visita Marguerite à son penthouse, amenant Chloé avec lui. Ils la trouvèrent assise près de la fenêtre dans son fauteuil roulant, plus mince qu'il ne se souvenait, mais avec les mêmes yeux perçants qui ne ratteignaient rien. Chloé grimpa immédiatement sur le repose-pied du fauteuil roulant de Marguerite et commença à lui raconter l'école, la grue qu'elle avait faite ce jour-là, comment son papa l'avait laissé aider à poncer un morceau de bois à l'atelier. Marguerite écouta avec un sourire qui transforma son visage, effaçant des années d'inquiétude et de solitude. « J'entends que Douglas fait des mouvements », dit Marguerite après que Chloé se soit endormie sur le canapé. Thomas hocha la tête. « Je ne m'inquiète pas pour moi. J'ai survécu pire que la politique d'entreprise. Mais les apprentis… » Il s'arrêta, incapable de finir la phrase. Marguerite tendit la main et prit la sienne, sa prise faible mais déterminée. « Thomas, j'ai passé ma vie entière à me battre dans des batailles comme ça. Je suis trop fatigué pour en mener une autre, mais vous ne l'êtes pas. » Elle marqua une pause, rassemblant ses forces. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose que j'aurais dû faire il y a des mois. » Ce qui suivit fut une confession que Marguerite portait depuis des années. Elle raconta à Thomas à propos de Philippe, du dîner de Noël où elle avait choisi le travail plutôt que la famille, des 11 années de silence qui suivirent. Elle lui raconta les petits-enfants qu'elle n'avait jamais rencontrés, les anniversaires qu'elle avait ratés, l'orgueil qui l'avait empêché de décrocher le téléphone et simplement dire qu'elle était désolée. « Je pensais que j'avais tout le temps du monde », dit-elle, les larmes coulant sur son visage. « Je pensais qu'il y aurait toujours une autre chance d'arranger les choses. » Et maintenant, Thomas serra sa main. « Il n'est pas trop tard, dit-il. Il n'est jamais trop tard. » Le lendemain matin, avec Thomas et Chloé à ses côtés, Marguerite fit un appel téléphonique qu'elle redoutait depuis plus d'une décennie. Philippe répondit à la 4e sonnerie, sa voix gardée mais pas hostile. La conversation qui suivit fut hésitante et douloureuse et pleine de silence qui s'étendaient comme des abîmes, mais c'était un début. Philippe accepta de visiter Paris le mois suivant, d'amener sa femme et ses enfants rencontrer la grand-mère qu'il n'avait jamais connue. Quand Marguerite termina l'appel, elle regarda Thomas avec quelque chose s'approchant de la paix. « Merci, dit-elle, de m'avoir rappelé ce qui compte vraiment. » L'inauguration du Centre Laurent pour la préservation historique eut lieu un matin d'octobre croquant, exactement 1 an après cette fatale veille de Noël, quand une milliardaire solitaire et un père célibataire en difficulté avaient de croiser leur chemin pour la première fois. Le bâtiment, un entrepôt magnifiquement restauré dans le quartier de Bercy, abritait non seulement des bureaux, mais aussi des ateliers, des salles de classe et des espaces d'exposition présentant le meilleur du patrimoine architectural parisien.
Des politiciens et des dirigeants d'entreprises se mêlaient avec des artisans et des apprentis, tous rassemblés pour célébrer ce qui était devenu l'initiative la plus discutée de l'histoire récente de la ville. Thomas se tint au podium, regardant une foule qui incluait ses apprentis, ses collègues et les membres de la communauté qui l'avaient soutenu quand personne d'autre ne le faisait. Chloé était assise au premier rang à côté de Marguerite, qui avait insisté pour assister malgré les préoccupations de son médecin. À côté de Marguerite étaient assis Philippe, sa femme, et 2 enfants, qui appelaient Marguerite grand-maman avec une facilité croissante. « Quand je suis venu à Paris il y a 15 ans, commença Thomas, j'avais un rêve de construire quelque chose qui durerait, quelque chose qui serait encore debout, longtemps après que je sois parti. » Il marqua une pause, regardant Chloé, puis Marguerite, puis les rangées de jeunes visages qui avaient trouvé dans ce programme une chance qu'ils pensaient ne jamais recevoir. Je pensais que ça voulait dire des bâtiments. J'avais tort. Les choses guérisseuses qui durent ne sont pas faites de bois et de pierre. Elles sont faites de moments. Des moments de gentillesse, des moments de courage, des moments où quelqu'un décide de voir le potentiel au lieu des limitations. Il raconta l'histoire de la veille de Noël, de marcher dans un restaurant où il se sentait déplacé, du refus obstiné de sa fille de détourner les yeux de la douleur de quelqu'un d'autre. Il parla du choix de Marguerite de prendre un risque sur un étranger, de parier sa réputation sur sa capacité quand personne d'autre ne le ferait. Il y a encore des gens dans cette entreprise qui pensent que je n'appartiens pas ici, dit-il. Et une vague de rire inconfortable traversa la foule. Ils ont probablement raison. Je n'appartiens pas à leur version de cette entreprise. Mais cette entreprise change, qu'ils l'aiment ou non. Le programme d'apprentissage avait maintenant formé plus de 50 jeunes gens, un tiers d'entre eux ayant été embauchés à temps plein par Laurent Propriété. La division de restauration avait complété 12 projets majeurs, tous à temps et sous budget, revitalisant des quartiers qui avaient été négligés pendant des décennies. Plus important encore, Thomas avait prouvé que faire du bien et bien faire n'étaient pas mutuellement exclusifs, qu'investir dans les gens et les communautés pouvait générer des retours qui allaient bien au-delà du rapport de profit trimestriel. Après les discours et la coupure de ruban et les tours de la nouvelle installation, Marguerite demanda à Thomas et Chloé de rester. Le bâtiment s'était vidé, laissant juste eux 3 dans la salle d'exposition principale, entourés de photographies de la ville qu'ils travaillaient à préserver. Marguerite fouilla dans son sac et sortit un document que Thomas reconnut immédiatement. Les papiers pour le centre communautaire du 19e. « Je transfère la propriété de ce bâtiment à la communauté, » dit Marguerite. « Il leur appartient. Il leur a toujours appartenu. Je ne fais que corriger une erreur. » Thomas prit les papiers avec des mains qui tremblèrent légèrement. Il pensa à son grand-père qui avait passé sa vie à construire des meubles dans un petit atelier normand. Il pensa à Denise qui avait cru en lui quand il avait arrêté de croire en lui-même. Et il pensa à Chloé qui grandirait en sachant que la gentillesse n'était pas une faiblesse, que la compassion pouvait déplacer des montagnes. Noël arriva à nouveau. Mais cette année, la scène aux pentouses de Marguerite ne ressemblait en rien au dîner solitaire des années passées. L'appartement était rempli de bruit et de rires, et du chaos d'enfants courant entre les pièces. Philippe et sa famille avaient volé de Lyon. Thomas et Chloé étaient devenus des fixtures à la table de Marguerite, leur présence maintenant aussi naturelle que respirée. Les apprentis du programme avaient été invités pour le dîner de la veille de Noël, transformant le penthouse autrefois silencieux en une célébration qui débordait de pièce en pièce. Marguerite était assise dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, regardant la neige tomber sur la ville qu'elle avait aidé à façonner. Sa santé s'était stabilisée, les médecins prudemment optimistes au sujet des mois à venir. Mais même si demain apportait de mauvaises nouvelles, Marguerite savait qu'elle l'affronterait différemment qu'elle avait affronté quoi que ce soit dans ses 72 années précédentes. Elle n'était plus seule. Elle avait une famille, pas seulement celle dans laquelle elle était née, mais celle qu'elle avait choisie. Et celle qui l'avait choisie. Chloé apparut à son coude, tenant une autre grue en papier.
Elle en avait fait des milliers maintenant, données à des étrangers et amis pareils, chacune portant le même message d'espoir qu'elle avait offert à une vieille dame qui pleurait 1 an plus tôt. « Celle-ci est pour vous, grand-maman Marguerite », dit Chloé, plaçant la grue dans les genoux de Marguerite. « Papa dit que vous êtes la raison pour laquelle tout le bien nous est arrivé. » Marguerite tira l'enfant près d'elle, respirant l'odeur de son shampoing, sentant le petit cœur battre contre le sien. « Non, ma chérie, » chuchota-t-elle. « Tu es la raison pour laquelle tout le bien m'est arrivé. » À l'extérieur, la neige continuait de tomber sur Paris, couvrant les rues et les bâtiments et le centre communautaire du 19e, qui était devenu un symbole de ce qui était possible quand les gens choisissent la connexion plutôt que l'isolement. À l'intérieur, Thomas leva un verre pour porter un toast à la saison, entouré de visages qui étaient devenus aussi familiers que son propre reflet. La route à venir ne serait pas facile. Il y aurait plus d'obstacles, plus de sceptiques, plus de moments où abandonner semblerait le choix rationnel. Mais aucun d'eux n'affronterait ces défis seul. Et dans le coin de la pièce, sur une petite table que Thomas avait construite de ses propres mains, était posée une carte de Noël faite main décorée de flocons de neige, au crayon de couleur et d'une étoile bancale. 5 mots écrits dans l'écriture inégale d'un enfant avaient tout commencé. Personne ne devrait être seul. Ces mots avaient ramené une milliardaire vers sa famille. Ils avaient donné à un père en difficulté une seconde chance. Ils avaient de rappeler à tous ceux qui les lisaient que la vraie mesure d'une vie n'était pas ce qu'on accumulait, mais ce qu'on donnait. Alors que l'horloge sonna minuit et que le jour de Noël commença, Marguerite regarda autour d'elle les gens qui étaient devenus sa famille. Et pour la première fois en année, elle ne ressentit aucun besoin d'essuyer ses larmes. C'étaient des larmes de joie. C'étaient des larmes de gratitude. C'étaient les larmes d'une femme qui avait finalement appris ce que son mari essayait de lui dire toutes ces années. Que Noël n'était pas à propos des cadeaux sous le sapin, mais de la chaleur qu'on pouvait voir dans les yeux de quelqu'un quand il vous regardait. Et ce soir, partout où Marguerite regardait, elle voyait la chaleur. L'histoire de Marguerite et Thomas nous enseigne que parfois, les miracles de Noël arrivent sous la forme la plus inattendue. Un enfant au cœur pur qui refuse de détourner les yeux de la souffrance. Cette milliardaire solitaire qui pensait que l'argent pouvait tout acheter, découvrit que la seule chose qui lui manquait, l'amour authentique, ne se trouve pas dans les coffres forts, mais dans les gestes simples de compassion. Thomas, père célibataire luttant pour survivre, apprit que parfois, nos plus grandes chutes nous mènent vers nos plus beaux envols. Leur histoire nous rappelle qu'aucun mur n'est assez épais pour résister à la gentillesse d'un enfant, qu'aucune fortune n'est assez grande pour remplacer une vraie famille, et qu'aucune solitude n'est définitive quand on ose tendre la main. Parfois, il suffit d'un simple « Pourquoi pleurez-vous » pour changer 3 vies à jamais. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a réchauffé le cœur et dites-nous dans les commentaires, croyez-vous encore au miracle de Noël? Votre soutien nous aide à créer plus d'histoires qui célèbrent la magie de la compassion humaine.